Plus de 100 jours déjà depuis que la cité de Bunagana demeure sous occupation rwandaise sous tutelle du M23. Quelle solution alternative face à l'agression rwandaise justement? On en parle dans ce nouveau numéro de votre émission, Madame, Messieurs. Bienvenue. Pour en parler justement, je reçois pour vous Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et ancien ministre et aussi cadre du Front commun pour le Congo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Kalonji. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et bon dimanche à tous les téléspectateurs de Télé 50. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord avoir les nouvelles du parti. Le parti se porte bien, il fonctionne non seulement dans la capitale mais à travers les provinces, à travers tous les pays. Ok, alors très vite on va aborder la toute première thématique, donc insécurité dans l'est de la RDC. Quelle solution alternative face à l'agression rwandaise? Aujourd'hui, ça fait plus de 100 jours déjà depuis que Bunagana demeure sous occupation rwandaise, sous tutelle du M23. Les forces armées de la RDC conservent leur position. Il en est de même également pour le M23, mais du côté de la population, l'inquiétude demeure. Faut-il encore espérer? Justement, merci pour cette opportunité que vous nous accordez. Je crois, pour aller tout droit au but, quelle solution pour qu'on mette fin à l'agression rwandaise? C'est que, pour le gouvernement, je pense, il doit mettre fin à l'ambiguïté du discours qui développe au sommet de l'État. Parce que le chef de l'État a son discours, le ministre des Affaires étrangères a son discours, ses militants ont leur discours, et même l'entourage, les députés, chacun a son discours par rapport à l'agression du Rwanda, par rapport à l'agression de l'Ouganda. Quel est le discours qu'on devrait faire valoir selon vous? Justement, on devait effectivement, lorsqu'on tient un discours de l'agression du Rwanda, et alors demeurer là, et il n'y a pas deux voix, vous demeurez là, alors vous reconnaissez aussi en même temps que l'Ouganda, en même temps que le Rwanda, que l'Ouganda est aussi un pays agresseur. Nous l'avions dit dès le début, lorsque les députés, le président de la République, son gouvernement, les députés, tous soutenaient qu'après l'échec de l'état de siège, la solution passait par la mutualisation de forces entre FARDC et UPDF. Nous avions démontré que c'était une fausse stratégie et que cela ne fera qu'empirer la situation. À Beni et à Nitouri, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, c'était une mauvaise solution. Ils sont passés malheureusement à la vitesse supérieure, à contradiction avec l'opinion nationale, à contradiction avec la population à l'Est. Ils sont dans les accords ou conventions de Nairobi qui invitent une force régionale de l'Est African Community. Comment vous réagissez justement par rapport à ça? Non, justement, les contradictions ont demeuré. Non seulement notre gouvernement avec le discours de notre gouvernement, du président, avec le discours de ses partenaires-là, mais aussi les discours entre eux partenaires. Tout le monde aujourd'hui comprend que entre l'Ouganda, les discours de Museveni et de son fils sont contradictoires. Son fils qui montre bien que l'Ouganda devra toujours être aux côtés du Rwanda, mais aussi lorsque le Kenya va venir assumer peut-être ses rôles de commandement que cette convention lui confie, vous voyez que le premier a levé le ton pour montrer qu'il y a la contradiction entre les forces même de la région de l'Est African Community. C'est l'Ouganda qui ne veut pas que le Kenya assume pleinement ce rôle-là. Et ces contradictions-là, le risque, c'est qu'il risque d'y avoir affrontement sur le sol
congolais. Par là, vous voulez Donc dire on que doit mettre fin à l'hypocrisie dans ces accords-là, et c'est les gouvernements, c'est les chefs de l'État, c'est son Parlement. On doit mettre fin. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? C'est que tous ces partenaires de la sous-région ne jouent pas franc jeu selon vous? C'est exact. Ils ne jouent pas franc jeu, ils ne viennent pas pour le bonheur ou le bien-être du peuple congolais. Ils s'en foutent de ça. C'est chacun qui vient défendre ses intérêts. Malheureusement, plus grave, avec l'aval de notre gouvernement, ils viennent se battre pour leurs intérêts sur le sol congolais. Et c'est au moment où le peuple devra être appelé à exprimer sa souveraineté quant aux nouveaux dirigeants. Donc vous ne croyez pas en cette force régionale qui va se déployer? D'ailleurs, il faut signaler que le Burundi est déjà sur terrain. Ah, vous ajoutez le Burundi qui est déjà aussi sur terrain sans savoir ce qu'ils sont en train de faire exactement. Pourquoi je vais croire à cette force? Parce que les FARDC hier, avec l'ancien régime, avec l'ancien président l'Éraï Joseph Kabila Kabange, ils ont fait ce travail-là, bien sûr accompagné par la MONUSCO à l'époque, la brigade d'intervention. Ils ont fait ce travail-là, ils ont mis en déroute le Rwanda et l'Ouganda et leurs alliés ou leurs marionnettes M23. Et en 2013, plus personne ne parlait du M23. Mais les accords jusque-là qui restent dans l'ambiguïté et qui font que le régime actuel n'est pas un discours qui les met en mariage avec la population, ça fait qu'on ne fait que patauger, parce qu'on ne peut pas vouloir non seulement faire reculer son armée avec les cessez-les-feux, nous avons assisté ici la nomination de la nouvelle équipe de chef d'état-major de l'armée, ce qui est une bonne chose. Mais c'est que l'impression que la population a, ce qu'on ne les voit pas, déjà à l'œuvre, parce qu'à l'époque du M23, lorsqu'ils ont développé les velléités de vouloir prendre Goma, on a vu que quand on change comme ça une équipe, c'est sur terrain qu'on doit sentir un changement. Mais aujourd'hui, la population de Bunagana, pour demander au FARDC de se battre, continue à marcher. Puisque vous parlez du discours, quel devrait être le contenu de ce discours dans ce contexte de l'agression, justement, selon vous? Mais le contenu est simple. Vous devez, lorsque vous parlez de l'agression, notre pays est agressé, le contenu c'est de mobiliser les forces armées congolaises. Mais ici, la contradiction, c'est que les forces qui sont mobilisées sont des forces étrangères. À laisser de côté les FARDC qui ont prêté serment de verser le sang pour la sécurité de cette nation, de cette patrie. Alors, la deuxième, oui, allez-y, qui est une grande, c'est de mobiliser le peuple. La population, ce sont les devoirs d'un chef d'État lorsque son pays est agressé, qu'à côté du FARDC, on mobilise le peuple tout entier. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un gouverneur militaire du Nord Kivu, lui ne parlait que des budgets, de contribuer à l'élévation du budget. Le chef de l'État, il ne parle que de la hausse du budget sur une population meurtrie, une population en guerre. Vous vous vantez de hausser les taux des impôts, des nouvelles taxes et des taxes illégales qui ne font que s'imposer sur une population meurtrie, une population qui souffre, une population qu'on massacre. Vous savez que même les commerces ne tournent plus dans cette région-là parce que le coupeur de route, on brûle les véhicules, leurs marchandises, les villages, ceux qui devaient aller acheter des marchandises dans les centres-villes, ne sont plus au village pour vaquer à leurs activités champêtres. Tout ça compris, il faut se vanter d'augmenter des taxes. C'est ça qui est plus grave. Donc, on divise bien les FARDC des populations et on prétend qu'on va gagner la guerre. Je ne pense pas. On comprend très bien que le discours qu'on devrait privilégier, c'est celui de mobiliser justement la population. Le FARDC est mobiliser la population pour faire un mariage. Pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, il est urgent de revoir par exemple la politique de défense de notre pays? Bon, la politique de défense, c'est le gouvernement qui doit le définir, bien sûr, en concertation avec les Parce qu'on se pose la question où se situe réellement le problème. Est-ce au niveau des moyens militaires ou au niveau des autorités qui doivent prendre des décisions courageuses? Oui, tout part déjà de la vision que les chefs de l'État
doit avoir par rapport à la sauvegarde de la souveraineté de notre pays. Tout part de là, parce que la définition de la politique de la défense partira de ça. Mais s'il n'y a aucune politique ressentie au niveau de l'opinion nationale et internationale, à ce moment-là, ça pose problème. Et on se demande, est-ce que réellement il y a une vision de défendre les frontières de notre pays, dans sa souveraineté? Est-ce qu'il y a cette vision dans ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui? Pourquoi? Et c'est ce que vous avez dit. Oui, justement. C'est à cela que vous sentez l'inquiétude partout, non seulement à l'Est, non seulement à Rutshuru, à Massissi, à Beni, à Lubero, à Nitu, non seulement donc à l'Est, au sud que nous avons parlé de l'armée burundaise, mais à travers le pays, parce qu'un pays c'est comme un corps humain. Si le doigt souffre, c'est tous les corps qui doivent les ressentir. Effectivement, face justement à cette agression rwandaise, quelle est selon vous la solution alternative? Parce que la question de la sécurité nous concerne tous. Mais au moment où on suggère des solutions en tant qu'opposants, mais qu'au niveau de ceux qui dirigent, c'est la sourde oreille qui est donnée comme réponse. À ce moment-là, je crois que la solution que propose notre gouvernement, c'est la démission. Parce qu'entre-temps, la souveraineté de notre pays est dangereusement exposée. Menacée aussi, oui. Quand on laisse Bunagana là, pendant plus, aujourd'hui, je crois qu'on est au 120e jour, ça fera déjà 4 mois, sans que la population ne ressente. Je vous dis bien que les déplacés de Bunagana sont en train d'organiser des marches rien que pour demander que l'armée se manifeste. Et vous sentez qu'au niveau de là, l'armée, face à cette pression de la population, parfois ils promettent ce qui n'est pas dans la tête de ceux qui dirigent aujourd'hui. Alors là, parce que depuis qu'il y a eu ces nominations-là, oui, vous avez senti quelque chose? Qu'il y a quelque chose qui s'est fait par rapport à ça sur le terrain? Rien du tout. Quels sont les défis selon vous que devrait relever les nouveaux commandements de l'armée, selon vous? Bon, les défis, je ne sais pas, parce que les commandements militaires, les stratégies à mettre en place, ça, je crois que c'est dans les secrets. Mais ce que nous entendons comme population, c'est les effets de tout ce qui est planifié comme stratégie, comme tactique militaire de guerre pour bouter dehors ces agresseurs. Parce que ce qui fait peur, c'est quoi? Et c'est là où ça devient dangereux. C'est là où nous avons dit l'ambiguïté des discours au sommet. Je crois le président de l'UNC, Vital Kamerhe, revient d'une longue tournée à l'Est. Effectivement. Et tout le monde a suivi comment chaque fois il était accueilli. Hein, c'était simplement avec une forte protestation que de cela, aujourd'hui il arrive à Kinshasa, ce qui développe, c'est la stratégie, c'est pas moi de triangle, cyclone, les M23. Donc, et aussi, ils veulent reconnaître les M23 et les mettre au même pied d'égalité que les FRDC, comme l'a dit le secrétaire général Antonio Guterres, pour demander que nous renégocions, parce que M23, revenu au Congo après qu'il ait été défait en 2013, revenu sous base des accords de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qu'on amène les pays dans une logique d'un dialogue où on doit encore parler d'IM23. Alors, j'aimerais poser une question. Normal. Puisque vous venez de parler de la force régionale, pourquoi vous n'y croyez pas? Est-ce que vous y voyez un risque? Je vous ai dit que c'était un mauvais choix politique du pouvoir de penser qu'en adhérant à la Eastern African Community, la première chose, ça sera de demander à ces pays de ramener ou d'amener les forces armées dans notre pays. Il faut également redouter des dommages collatéraux. Pourquoi? Parce que les membres influents de cette communauté, c'est le Rwanda et l'Ouganda
qui sont dans l'instabilité, dans la stratégie. C'est comme si ces pays ne peuvent pas vivre On ne devrait pas sans compter. le Congo, sans piller les Congos. On ne devrait pas compter sur eux, c'est ce que vous voulez dire. On justement. ne devait même pas, en tout cas, adhérer à ces moments. Alors, vouloir les ramener et les amener comme maîtres de la sauvegarde de la sécurité, c'est alors, soit on sait ce qu'on est en train de faire, soit on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et la preuve, je venais de vous le dire, c'est qu'il y a déjà des contradictions entre eux. Et ces contradictions-là, s'ils les amènent jusque sur le terrain, ça sera aggraver la situation d'une population qui pourtant a quand même participé tout le temps aux élections. Puisque vous parlez de la population, la pression ne faiblit pas sur la MONUSCO. La population de l'Est n'en veut plus. Comment réagit le PPRD face à ça? Est-ce que la MONUSCO devrait aujourd'hui plier bagage face à cette pression sur laquelle lui fait justement la population? D'abord, ce qui est vrai, que la population est lassée des résultats très très faibles, très très mitigés de cette mission dans notre pays. Vous le savez, l'ancien président de la République l'avait exprimé avant même qu'il ne parte, mais que c'était ceux qui étaient dans l'opposition qui nous accusaient de tous les maux, que nous cherchions à faire partir la MONUSCO parce que nous avions un agenda caché par rapport à ça. Aujourd'hui, et qui soutenaient la MONUSCO, nous avons été surpris que lorsqu'ils s'engagent avec l'East African Community, c'est le moment qu'ils ont lancé, parce que je voudrais bien rappeler ici que la campagne pour le départ immédiat de la MONUSCO est lancée par l'Union sacrée, par des membres influents de l'Union sacrée. C'était le président Bahati du Sénat à Goma, vous le savez. Effectivement. On veut mettre tout sur le dos de la population, alors qu'on a vu larguer des députés sur le terrain pour aller inciter la jeunesse contre la MONUSCO. Il ne faut pas que les gens oublient cela. Mais je dis, ce qui était un agenda caché derrière ça, c'est que c'était en même temps que le gouvernement était en train, ou bien notre pays était en train d'être engagé dans une autre communauté, East African Community, qui en réalité promettait d'envoyer les armées contre, on pensait que c'était contre les M23, mais quand ils viennent, disent ce ne sera pas pour se battre contre les M23. Ça, c'est l'agenda caché. Et là où nous, PPRD, on a dénoncé cette façon de faire, c'est lorsqu'on sait qu'à l'époque, lorsque les Raïs Kabila Kabange demandaient à la région de SADC de nous venir en aide avec une brigade d'intervention pour neutraliser les groupes armés à l'Est, c'est l'ONU, la MONUSCO, qui s'était opposée à l'époque. Et alors, nous, on n'est pas d'accord, en tant que PPRD, lorsqu'on voit que les dirigeants actuels sont en train d'engager notre pays dans une mauvaise direction, qui est une direction qui vient plutôt enliser l'instabilité avec l'avènement d'autres groupes armés à l'Est, notamment l'avènement du M23. Le M23 vous dit clairement que c'est sous bas des accords. Alors, face aux résultats mitigés des opérations de la MONUSCO, elle devrait partir, justement. Bon, mais maintenant, parce que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il y a une imbroglio telle que cette bénédiction donnée ça à ces gouvernements qui nous amène ici les forces armées de l'East African Community, le pays est dans l'implosion. Donc il ne faut pas que les gens se justifient derrière les faiblesses des résultats de la MONUSCO. À ce moment où ils sont en train d'engager notre pays dans un autre schéma, que c'est la meilleure voie. Non. Je crois que maintenant, c'est le moment d'ouvrir le bon pour exiger à ce gouvernement, pour y arriver, pour lui demander, pour y arriver, faites rentrer d'abord ces 5 États ou 7 États de l'Est African Community, que l'Ouganda quitte notre pays, que le Rwanda quitte, que les M23 quittent. Si nous avons les mêmes résultats qu'avant le départ de Kabila, et MONUSCO devra partir. Alors, très rapidement, voilà. Ferdinand Kambere, après le discours du chef de l'État à l'ONU, les Congolais pensaient que quelque chose allait changer, ça allait quand même faire bouger les lignes, mais rien n'a changé. Aucune pression n'est faite sur le M23 pour quitter la cité de Bunagana.
Pensez-vous qu'on ne devrait plus compter justement sur la communauté internationale? Je vous dis que j'ai entendu les gens pour dire les chefs de l'État au Sénégal. Parce qu'il faut dire que l'embargo demeure, hein? L'embargo sur les armes demeure. Oui, effectivement. Je dis, il faut dire que les gens, j'ai suivi des gens qui ont dit, qui ont salué les chefs de l'État parce que il a haussé les tons contre le Rwanda, il a dénoncé l'agression. Mais je dis, qui pouvait les croire lorsque dans un même discours, il hausse les tons et qu'à la fin, il fait l'apologie il glorifie ces conventions de Nairobi qui veulent ramener les mêmes forces agresseurs dans notre pays. Parce qu'en acceptant que les forces régionales de l'Est African Community viennent et chasser les M23, donc c'est dire une chose et son contraire, tout simplement. Qui pouvait le croire? Vous avez vu que même le président de l'Union africaine, Macky Sall, qui l'a remplacé, n'a même pas fait allusion à une quelconque guerre en RDC. Donc personne n'y croit, parce qu'entre-temps, quand il dit ça contre le Rwanda, mais entre-temps, il signe les accords avec Est African Community. Alors qui va le croire? On doit compter sur nous-mêmes et non sur la communauté internationale. Ah, mais c'est ça, c'est ce que nous disons tous les jours. Nous devons compter sur nos FARDC. Ça a toujours été des forces vaillantes qui ont démontré leur capacité. En tout cas, il a hérité ces FARDC comme une puissance militaire au centre de l'Afrique, 8e en Afrique. On ne peut pas négliger notre armée pour aller embrasser les armées étrangères, surtout des pays nous fait mal à l'Est. Nous sommes en train de chuter. Ferdinand Kamere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. On va aborder une deuxième thématique en quelques mots par rapport aux élections qui sont prévues justement selon la Constitution en 2023. Mais il y a quand même des experts qui émettent des doutes. Il y en a qui pensent qu'il y aurait peut-être un glissement au regard du temps qui nous reste. Comment vous réagissez par rapport à ça? Oui, encore une fois, le discours... Voyez-vous le glissement ou pas? Le discours ambivalent de ceux qui nous dirigent, le discours ambigu de ceux qui nous dirigent entre cette volonté d'organiser les élections par la CENI, mais sans être d'accord qu'on mette une CENI consensuelle qui rassure tout le monde. En vertu du fait que la loi scélérate qui a été votée, c'est une loi quand même qui est décriée par nous de l'opposition, du fait que même rien qu'à voir que simplement par des coups de billets de banque, ils ont remplacé la souveraineté du peuple. Je lis ce matin dans les réseaux sociaux une requête, je crois, du professeur Sekimo Nyodjo, que je salue en passant, pour vous dire que cette loi-là est en réalité contestée par les Congolais. Et alors, on veut pousser à aller, pousser les Congolais à aller aux élections sans que nous n'ayons une CENI consensuelle, sans que nous n'ayons une loi. Vous pensez qu'on devrait revenir encore sur la question de la loi? Mais bien sûr, c'est une loi. Elle n'est pas révolue. Cette loi-là doit être revue. Nous avions soulevé la question de la Cour constitutionnelle. Quand on aime le Congo, quand on aime cette nation, on doit se comporter en homme d'État et servir la nation et pas les intérêts des individus. S'il n'y a pas d'élection en 2023, vous faites quoi, le PPRD? Nous, c'est des élections ou rien, mais dans les conditions que nous sommes en train de décrire. S'il n'y a pas élection par la volonté d'un homme, c'est que alors nous sommes allés tout droit vers un crash et je ne sais pas qui en payera le pot. Ferdinand Kamere, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci mon frère Kalonji d'avoir pensé à moi pour ce dimanche. Merci à vous tous également de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.